GLQ 1100, Géologie générale, cours 4, les roches sédimentaires, module 4, érosion, sédimentation et diagenèse. On avait vu l'action de l'eau sur l'altération des roches et on comprend que l'eau, aussi bien de surface et de l'eau souterraine, elle va s'occuper de transporter la partie soluble de ces matériaux-là. La partie solide, qu'on appelle la partie détritique, eh bien, ça doit être pris en charge par l'eau, hein, l'eau qui coule, l'eau des rivières. L'eau souterraine ne transporte pas vraiment la partie solide, mais l'eau de surface, mais aussi le vent et la glace, quand on a une glaciation. Ah, c'est un agent d'érosion extrêmement efficace. Et là, parlons de cette fraction détritique-là dans un premier temps. Quand c'est en transport, hein, peu importe que ce soit le vent ou l'eau, les grains transportés par ce fluide en mouvement-là vont se faire cogner. Et là, bien, plus le transport est long, plus ce processus-là va durer longtemps et ça va causer une usure. Les grains qui sont initialement anguleux vont progressivement s'arrondir, vont devenir sphériques. Et parallèlement, les minéraux fragiles, à force de se faire cogner, vont tranquillement disparaître. Donc, on va développer une maturité de texture. Plus les grains sont arrondis, et également, si l'énergie est soutenue, on va avoir un tri de taille aussi. Que quand on a une grande maturité de texture, les grains qui vont former les matériaux dont on parle ici, là, vont devenir arrondis et bien triés. Et quand c'est mal trié puis c'est anguleux, la texture est immature, mais quand toute l'uniformité s'installe dans la taille des grains et que les grains sont bien arrondis, eh bien, ça veut dire que ça a été transporté très longtemps et qu'on a acquis une maturité de texture. Pour la minéralogie, eh bien, les minéraux fragiles vont disparaître et le grand gagnant, ça va être, dans les minéraux communs que l'on connaît, ça va être le quartz. Dans l'exemple que j'ai juste en arrière de moi, c'est une roche détritique. On n'ira pas plus loin, là. En fait, on va juste regarder la composition et l'arrondi des grains. On remarque que la composition des grains, les grains ont tout un aspect assez semblable. Hein? Pour la plupart, ce sont des grains de quartz. Et surtout, si on regarde celui-là ici, regardez, il est tout arrondi, tout lisse, il est doux au toucher. Là, hein? Ah, ça a été transporté longtemps, ça, là. Bon, eh bien, c'est un exemple là, d'accumulation détritique, là, où les grains ont acquis une maturité minéralogique, disparition de la plupart des minéraux fragiles, le grand survivant, c'est le quartz, et les grains de quartz se sont fait arrondir le transport. On en voit très peu qui sont anguleux. Bien sûr, ça peut recasser durant le transport, et là, ça explique pourquoi dans une masse de grains arrondis, on peut en trouver de temps en temps quelques-uns qui sont anguleux, mais c'est dynamique, cette chose-là, là, et à la longue, tout tend à s'arrondir. Maintenant, pour la suite des événements, on transporte tout ça jusque dans un bassin de sédimentation. Ultimement, le plus grand bassin de sédimentation là, qui permet la formation des roches sédimentaires, c'est le bassin océanique. Là. Eh bien, allons dans les notes de cours pour voir la suite de l'histoire. Une fois qu'on a accumulé une masse importante de ces matériaux-là, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on parle maintenant de diagenèse. On va juste regarder le titre. Hein? La diagenèse. Ça concerne l'ensemble des processus qui transforment une accumulation sédimentaire en roche. C'est un processus progressif et c'est divisé en 4 phases. On va regarder ça ensemble. La phase 1. Eh bien, on est juste dans le fond de l'océan. Hein? Et là, bien, on est en contact avec l'eau de mer qui circule là. Et dans cet environnement-là, bien sûr, on va avoir
la dégradation de la matière organique. La matière organique qui pourrait éventuellement se fossiliser, quand elle vient juste de tomber dans le fond océanique, si elle n'est pas rapidement enfouie, elle va se faire détruire. Il n'y aura pas juste des processus chimiques, hein. Il y a toute la biologie qu'on retrouve dans les fonds marins, là. Tous les animaux fouisseurs qui fouillent les fonds marins, eh bien, peuvent détruire cette matière-là. En fait, la détruire, la recycler pour former leur propre biomasse. Et en plus, les coquillages et soit en aragonite ou en silice, là, vont être exposés à se faire dégrader dans cet environnement-là. Mais comme la sédimentation se poursuit jour après jour, rapidement, cette couche de surface va être ensevelie. Et là, bien, on va passer à la phase 2. Dès qu'on est enseveli et qu'on n'est plus en contact avec l'eau qui circule, il va rester de l'eau dans la masse, hein? L'eau entre les grains dans le fond de l'océan. Mais l'oxygène présent dans cette eau-là va rapidement réagir avec les minéraux où il peut y avoir des réactions rapides et on va avoir rapidement un environnement réducteur. Donc, un changement chimique important, on va passer d'un environnement oxydant à un environnement réducteur. Et là, bien, ça va déjà déclencher des réactions chimiques. Il peut y avoir déjà des sulfures qui vont commencer à se structurer. Certains oxydes aussi. Bon. Et première chose importante, c'est que la charge des matériaux sous lesquels on est enseveli, qui est faible encore quand on est dans la phase 2, hein, on fait juste se faire ensevelir, se faire couper le contact avec l'eau qui circule par-dessus nous, eh bien, c'est déjà un début de structuration des matériaux. Les matériaux qui sont allongés vont avoir tendance à se retourner à l'horizontale, hein, perpendiculaire à la contrainte de la gravité terrestre. Et ça va déterminer une structure importante dans les roches sédimentaires. Hein, les roches sédimentaires sont communément stratifiées et sont généralement faciles à casser. Parallèle aux stratifications, eh bien, c'est dû à cet alignement qui commence à se produire dès la phase 2 de la diagenèse. On continue l'enfouissement. C'est donc chaque jour, une nouvelle couche de sédiments se rajoute là et on est de plus en plus profond. Quand on va passer à la phase 3, débute la cimentation des grains. Donc, les précipitations minérales qui se forment dans l'eau interstitielle, dans les vides entre les grains, hein, les interstices entre les grains, vont se combler de minéraux secondaires qui vont commencer à souder cette masse-là ensemble. Les ciments, il y en a 4 principaux qui peuvent se déposer, soit seuls ou à l'occasion, en mélange, là. On les nomme par ordre de performance. Dans certains environnements, il va se développer un ciment siliceux. C'est le SiO2 là, qui précipite, et là, bien, sous forme de silice. Et ça, c'est le plus performant de tous les ciments. Hein, les roches sédimentaires à ciment siliceux sont très, très dures. Ça a la dureté de la silice, là, une dureté qui est semblable à celle du verre. Ça peut être aussi des carbonates, hein? CaCO3 par exemple, qui se déposent dans les vides entre les grains. Et là, ben, ça va avoir un ciment carbonaté qui cimente des grains de sable, par exemple. Ça va avoir une performance semblable au béton qu'on fabrique synthétiquement. Alors, on n'a pas encore la capacité de former des bétons où le ciment serait siliceux, mais des ciments carbonatés, on a un bon contrôle là-dessus. Ça peut être des oxydes de fer aussi. Ça va donner des roches plutôt rougeâtres ici. Et l'oxyde de fer peut cimenter efficacement des matériaux détritiques. Dans les régions où on a une dominance de ciment ferrugineux dans la composition des roches sédimentaires, les roches
au lieu d'être d'une couleur terne, sont d'une couleur rougeâtre, même quelquefois un rouge assez étonnant. Si on voyage un petit peu dans le Québec, quand on s'en va dans la région de la baie des Chaleurs, on a des grès à ciment ferrugineux et ça explique, alors que presque toute la péninsule gaspésienne est formée de roches grises, à cet endroit-là, les roches sont rougeâtres. C'est dû au fait que ce sont des roches sédimentaires à ciment ferrugineux. Et les minéraux d'argile, ce sont des minéraux secondaires qui se forment durant l'altération, eh bien, ça peut boucher efficacement les interstices entre les grains et cimenter le tout. On est bien certain qu'un ciment argileux, ce n'est pas aussi performant qu'un ciment siliceux, mais ce sont quand même les 4 principaux ciments qui vont attacher ensemble les grains qui s'accumulent dans le fond des océans. On passe enfin à la phase finale, la phase 4. Eh bien là, on est enfoui à quelques kilomètres de profondeur, là, hein? Et quand on arrive à cet état-là, même les fossiles se font aplatir. La pression due à la gravité, la surcharge causée par plusieurs kilomètres de sédiments, font que l'eau qui occupe l'espace entre les grains, si on tasse les grains un peu plus denses, l'eau, ce n'est pas compressible. L'eau doit tranquillement s'échapper. Donc, on a une espèce de déshydratation qui se produit par augmentation de la densité. Et là, bien, on arrive là, à l'étape finale de la formation d'une roche sédimentaire. Si on poursuit encore l'enfouissement lorsqu'on atteint la phase 4 de la diagenèse, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est le sujet du prochain cours. On va rentrer dans le domaine du métamorphisme, c'est-à-dire qu'il y a de nouveaux minéraux qui vont commencer à se former dans cette masse-là. Et là, on va passer aux roches sédimentaires. Eh bien, ceci complète ce 4e module sur les roches sédimentaires.